Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve bien sûr comme chaque lundi matin pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast santé sécurité. Ça commence à être une habitude le lundi et merci bien sûr pour votre fidélité. Si vous souhaitez ne rien rater, il est indispensable de vous abonner, si vous ne le savez pas, en cliquant sur le bouton de votre application de podcast. Profitez-en aussi pour me mettre une note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, ce serait super sympa. Merci d'avance. Si vous souhaitez échanger sur un sujet, une thématique, eh bien, je vous propose de le faire grâce à notre page LinkedIn, bien sûr, Sauvons nos vies. Pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilité et de l'importance, bien sûr, d'intervenir face à une situation dangereuse pour éviter l'accident et aussi, justement, de culpabiliser. Allez, c'est parti pour cet épisode numéro 10. Sauvons nos vies, raconté par Hugues. L'histoire que j'ai retenue pour cet épisode n'est pas une histoire qui me concerne, que j'ai vécue, ni celle d'une personne que je connais. Et non. Je vais vous raconter l'histoire de Franck Terrier. Vous savez, la personne que l'on a surnommée le héros au scooter. Ça ne vous dit rien ? Franck Terrier est la personne qui a arrêté le camion qui roulait sur la foule le soir de l'attentat de Nice en 2016. Cette attaque, revendiquée par l'organisation terroriste État islamique, s'est donc déroulée le soir du 14 juillet 2016 à Nice. Ce soir-là, lors des festivités de la fête nationale, à la fin du feu d'artifice qui avait réuni près de 30 000 personnes, il est environ 22h30. À ce moment, un camion débouche sur la partie laissée libre à la circulation promenade des Anglais. Sur 400 mètres, le camion prend de la vitesse pour atteindre les 90 km/h. Il monte sur le trottoir afin de forcer un barrage de police qui délimitait la partie de la promenade traditionnellement réservée aux piétons ce soir-là. Une fois le barrage franchi, le camion commence à percuter la foule, massée sur le trottoir et les voies d'accès rendues piétonnes. Voyant la scène, et sans se poser de questions, Franck Terrier, sur son scooter, se mit à rattraper le camion. Il s'agrippa à la portière et se mit à taper sur le conducteur du camion dont la fenêtre était ouverte pour tenter de l'arrêter. N'y arrivant pas, il continue encore et encore, malgré une riposte par balle du terroriste qui ne l'atteint pas. Et il finit par faire stopper le camion. La police rejoint rapidement la scène et 2 policiers de la brigade spécialisée abattent le conducteur du camion. Vous comprenez maintenant mieux son surnom de héros au scooter. Eh bien, non. Lors de l'ouverture du procès de cet attentat en septembre 2022, Franck Terrier n'était pas bien du tout. Depuis 6 ans, il avait connu 2 dépressions. Et quand on lui disait « Bravo, vous avez sauvé des centaines de personnes », que répondait-il ? Non, il y en a 86 que je n'ai pas pu sauver et j'espère aller de mieux en mieux. Malgré son geste héroïque, il se focalise et même culpabilise sur les personnes qu'il n'a pas pu sauver. Le poids de la culpabilité nous pousse à corriger des comportements et motive les personnes à se comporter de façon correcte. En agissant de la sorte, nous évitons la souffrance de ce poids qui, bien souvent, peut s'installer indéfiniment dans notre cerveau. Par ailleurs, et une bonne partie de nous l'a probablement déjà vécu, la culpabilité est l'une des émotions les plus difficiles à gérer. Et oui, on se dit « Ah, si j'avais su !»« Eh, si j'étais intervenu !» Mais on ne peut hélas pas refaire le passé. L'université de Monash a mené une étude en se servant précisément de certains jeux vidéo extrêmement violents. Et le docteur Molenberg, responsable de ce travail, cherchait à comprendre où se trouvait la région cérébrale de la culpabilité. Pour cela, et à travers des imageries par résonance magnétique, il a essayé de voir ce qui se produisait chez les sujets tandis qu'ils étaient soumis à un jeu vidéo dans lequel ils devaient ôter la vie
à un grand nombre de victimes. Les scanners cérébraux ont révélé une absence d'activité neuronale dans le cortex orbifrontal latéral. Ceci coïncidait parfaitement avec d'autres études précédemment réalisées par le neurobiologiste et philosophe Gérard Roth. Ce dernier a mené un profond travail de recherche dans diverses prisons pour comprendre ce qui se passait dans le cerveau d'assassins, de violeurs et autres prisonniers qui avaient commis des actes très violents. La culpabilité concerne la grande majorité des personnes, hormis les narcissiques et des profils potentiellement violents, heureusement une minorité. Nous sommes donc face à une émotion clé dans le comportement de l'être humain. Il m'arrive parfois de rencontrer en entreprise des salariés ou des dirigeants qui ont, hélas, vécu un accident très grave, même parfois mortel. Pas eux, bien évidemment, mais un collègue. Et quand j'observe encore, même plusieurs années après, le traumatisme que ces personnes ressentent encore lorsqu'elles me parlent de cet accident, c'est effrayant. La conclusion est qu'elles ne s'en remettent jamais. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, un directeur me racontait avoir vécu un accident grave dans une entreprise qu'il dirigeait et me dire, même 6 mois après, son cri me réveillait encore la nuit. Vous imaginez un peu le traumatisme ? Lorsque j'accompagne des salariés ou des managers en formation, je leur dis que la plus grande chose que je leur souhaite dans leur vie professionnelle, c'est de ne jamais connaître une situation de ce genre. Car j'ai eu la chance de ne pas la vivre, mais quand je vois toutes les personnes qui ont eu l'occasion de connaître une situation tragique, c'est terrible. Ils ne s'en remettent jamais. Cette journée reste gravée dans leur tête jusqu'à la fin de leur jour. Alors, comment faire pour éviter de culpabiliser ? Eh bien, tout simplement d'éviter de vivre de telles situations insupportables. Alors oui, vous allez me dire, c'est un peu facile, Hugues, mais comment faire pour éviter de vivre de telles situations ? Là, je parle de situations visibles avant que l'accident ne se passe, et non de situations imprévisibles que l'on ne peut appréhender comme une défaillance technique ou un événement météorologique. Je parle donc de situations prévisibles que j'ai vues. On est d'accord. Et là, il faut être conscient que l'on arrive sur un terrain sur lequel nous ne sommes pas toujours très à l'aise. C'est oser intervenir quand je vois une situation dangereuse. C'est-à-dire aller parler à la personne concernée pour qu'elle ne reste pas dans cette situation. Encore une fois, lorsque j'accompagne des salariés ou des managers pour les inciter à intervenir face à une situation dangereuse, je leur explique que s'ils interviennent, ils le font pour éviter, bien sûr, que la personne ne se blesse. Mais ce qu'ils ne savent pas toujours, c'est qu'ils le font également pour eux. Car s'ils ne le font pas, tout en voyant la scène, et qu'un accident survient quelques minutes plus tard, ils culpabiliseront et s'en voudront toute leur vie, en disant « Ah, si j'étais allé le voir ». Alors je sais bien que c'est facile à dire, mais c'est aussi très délicat d'intervenir quand nous n'y sommes pas formés ou habitués à le faire. Car il y a de multiples freins qui nous poussent, qui nous incitent, hélas, à ne pas y aller. Et oui, nous craignons avant tout la réaction de la personne. Nous pouvons penser aussi que nous ne sommes pas légitimes d'y aller, d'aller le voir. Eh oui, je ne suis pas son chef, je ne la connais pas. Ou ça peut être tout simplement la timidité. On n'ose pas, tout simplement. Alors oui, c'est plus facile pour des dirigeants ou des managers, car eux, ils ont une posture de chef. Mais c'est beaucoup moins fréquent quand vous avez des salariés qui osent intervenir entre eux quand un collègue ou même un responsable se met en danger. Je le rencontre parfois, c'est très bien. Mais quand les salariés osent intervenir entre eux, c'est déjà que la sensibilité à la sécurité des équipes est déjà d'un très bon niveau. Mais aussi souvent que l'ambiance en général dans l'entreprise est bonne. Ce n'est pas facile à mettre en place dans une entreprise. Ça demande un peu de temps, mais c'est toujours possible. Il faut une volonté commune à tous les échelons hiérarchiques et avoir un peu d'aide pour apprendre à intervenir. Donc, si vous remarquez une personne qui se met en situation de risque ou de danger, osez intervenir pour tenter de la convaincre de le faire autrement
et peut-être même de ne pas le faire du tout si elle n'a pas l'équipement peut-être requis, ou elle n'a pas la possibilité de le faire. Il y a des méthodes pour ça, mais si ça vous intéresse, nous pourrons l'aborder dans un prochain épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le communiquer, bien sûr, sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je peux comprendre aussi que parfois, nous n'avons pas les connaissances techniques requises pour savoir si nous devons intervenir. Eh bien, tant pis. Si vous avez un doute, allez-y quand même. Et pour savoir si vous devez intervenir, posez-vous cette question. Si c'était ma fille ou mon fils de 20 ans devant moi, est-ce que j'interviendrais ? Si la réponse est oui, alors allez-y, intervenez. Pour le faire, je peux déjà vous donner un premier conseil pour intervenir sans se fâcher ou se prendre la tête avec la personne. Dites-vous, parlez-lui comme j'aime qu'on me parle. Ça ne fait pas tout, je suis d'accord, mais c'est déjà un bon début. Et puis, si la personne le prend de haut, dites-lui toujours calmement que vous le faites pour elle et pour qu'elle ne se blesse pas. Dans la grande majorité des cas, elle redescendra et se calmera rapidement. Alors, vous allez me dire, « Bah oui Hugues, c'est évident ce que tu me dis. » Peut-être pour vous, mais je vous assure que je vois très peu de personnes le faire ainsi. Très souvent, le ton est directif, descendant, parfois même moqueur. Et je vous assure que l'échange est très rarement habile et efficace. Nous aimons tous que l'on nous parle de la même façon, c'est-à-dire calmement, honnêtement, sans me prendre de haut, sincèrement, avec pédagogie, directement, sans contournement. Je pourrais continuer, mais vous l'avez compris, nous aimons tous que l'on nous parle de la même façon. Vous me direz que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est certain, mais si vous prenez l'habitude de le faire, ça deviendra un automatisme assez rapidement, et vous en aurez l'habitude. Je voudrais aussi préciser une chose. S'il s'agit d'une personne de votre famille, un de vos enfants par exemple, la peur d'une situation à risque de l'enfant peut vous amener à une réaction incontrôlée de votre part. Un cri par exemple. Et vous imaginez bien les conséquences possibles si l'enfant est en hauteur ou en équilibre. Votre cri pourra le surprendre et engendrer une chute. Mieux vaut donc rester calme dans toutes les situations. Mais quand il s'agit de son enfant, je sais, ce n'est pas toujours évident. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est oser intervenir face à une situation dangereuse. Quelle que soit la personne, en restant le plus calme possible pour que l'échange se passe bien, car si vous n'osez pas intervenir et qu'un accident survient, vous culpabiliserez toute votre vie. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère aussi qu'il vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos remarques sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Abonnez-vous aussi en cliquant sur le bouton de vos applications pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sympathique et constructif, une note de 5 étoiles sur votre application favorite de podcast, si elle le permet bien sûr. Ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, je recevrai Christelle Caron qui nous parlera des neurosciences. Elle nous expliquera en quoi cela consiste et comment fonctionne notre cerveau. Tout un programme. Belle semaine à vous, à lundi prochain et en attendant, sauvons nos vies.